We Made It, un podcast d'Amnesty International. Il y a quoi? Liberté sous algorithme. Depuis la fin des années 2000, l'IA s'infiltre progressivement et toujours plus vite dans nos vies. Administration, économie, emploi, éducation, sport, recherche et développement, santé, culture, transport, police, armée, aucun domaine n'y échappe. Pour limiter les dérives, en 2024, l'Union européenne a adopté l'Artificial Intelligence Act, une réglementation pour réguler, encadrer et contrôler ses usages et son développement. Une première mondiale. Mais pour protéger les droits humains à la hauteur des enjeux soulevés par l'IA, ce texte reste très insuffisant. Il deviendra pleinement applicable en août 2026 dans l'ensemble des pays européens, mais rien ne garantit encore qu'il sera bel et bien appliqué, car il entre en contradiction avec les intérêts des entreprises de la tech qui privilégient leurs profits aux droits humains. Pire, elles peuvent même avancer main dans la main avec des États eux-mêmes peu scrupuleux de nos droits fondamentaux qui déploient ces technologies dans des politiques publiques souvent discriminatoires. Dans cette saison, on s'intéresse aux populations les plus vulnérables face à ces algorithmes toujours plus puissants. En première ligne, les jeunes, les populations précaires et les personnes exilées. Épisode 2. La chasse aux pauvres 4.0. Savez-vous qu'en France, une personne sur deux bénéficie directement ou indirectement de l'aide financière d'une CAF? Oui, une sur deux. Les 101 CAF, pour Caisse d'allocation familiale, sont départementales et pilotées par la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales. En 2023, la Quadrature du Net, Le Monde et Lighthouse Reports révèlent que la Caisse nationale des allocations familiales utilise depuis 2010 un algorithme qui vise délibérément les allocataires les plus vulnérables. Cet algorithme est discriminatoire car il assimile les bénéficiaires précaires à des fraudeurs. Clément Terrasson, avocat à Grenoble en droit des étrangers et en droit des prestations sociales, défend certains de ces allocataires victimes de discrimination contre les caisses d'allocations familiales. En résumé, il y a un algorithme qui existe depuis plusieurs années qui est utilisé par la Caisse nationale d'allocation familiale pour conduire à cibler des allocataires davantage que d'autres en fonction de critères différents tels que par exemple le fait d'avoir peu de revenus, le fait d'être au chômage ou encore le fait d'être titulaire de l'allocation adulte handicapé et de travailler en même temps. Chaque mois, finalement, les systèmes de la CAF vont analyser les données personnelles des plus de 30 millions d'allocataires qui existent en France et ils vont calculer ce qu'on appelle un score de risque en fonction de différentes variables. J'en ai cité quelques-unes avant. Il y a aussi, par exemple, le fait d'être une famille monoparentale. Il en existe un certain nombre et le grand problème c'est qu'on ne les connaît pas toutes puisque la CNAF, si elle a diffusé des anciennes versions de son algorithme, a refusé de communiquer celle qui est utilisée actuellement. Et donc l'objectif du contentieux que j'évoquais, c'est non seulement de montrer que cet algorithme il est discriminatoire, mais également de forcer la CNAF à rendre des comptes sur ce point puisque elle demande aux allocataires une transparence qu'elle n'a pas elle-même, puisqu'il y a une grande opacité qui entoure tout ce système. Gratuite et intuitive, l'application est disponible dans le store de votre téléphone. Téléchargez-la dès maintenant, facilitez vos démarches et profitez régulièrement de nouvelles fonctionnalités. CAF Mon Compte, l'application qui va à l'essentiel. L'algorithme de notation de la CNAF établit un score de risque allant de 0 à 1 pour chaque allocataire. Le fonctionnement est simple. Plus le score est proche de 1, plus la probabilité que les allocataires se fassent contrôler est élevée. Vous avez un faible revenu, votre score de risque augmente. Vous êtes au chômage, votre score de risque augmente. Vous avez une allocation adulte handicapé, votre score de risque augmente. Conséquence, les personnes déjà en difficulté se retrouvent surcontrôlées par rapport au reste de la population, comme l'explique Katia Roux, chargée de plaidoyer à Amnesty International France, en charge des questions technologie et droits humains. Les personnes les plus précaires sont ciblées intentionnellement, puisqu'en fait, il faut comprendre que l'algorithme, il est conçu pour identifier les erreurs. Mais ils vont chercher les erreurs là où il y a le plus de chances, de risque d'en avoir. Ce sont des personnes qui ont des situations complexes, qui ont des situations qui changent régulièrement. Et ce sont les personnes les plus précaires, les personnes qui en ont le plus besoin. Donc directement, en fait, les familles monoparentales, les personnes qui perçoivent déjà, on va dire, des allocations aux personnes handicapées, qui consacrent une grande partie de leurs revenus, par exemple,
exemple à leur loyer, ces personnes-là vont être ciblées de manière disproportionnée. Et donc effectivement, ce sont des personnes qui sont déjà fragilisées dans leur parcours de vie qui vont être ciblées de manière disproportionnée par l'algorithme. Donc oui, il y a une sorte de surprécarisation intentionnelle via l'usage de ces algorithmes. La CAF, un contrôle efficace pour un versement plus juste des prestations. La difficulté, c'est que dans l'image populaire, même si c'est en train de changer, on pense qu'un algorithme, un système informatique, il est par définition objectif. C'est-à-dire qu'il est fondé sur des critères qui vont permettre de ne pas introduire de discrimination. Plus on avance dans la connaissance de ces systèmes informatiques, plus on se rend compte qu'en fait, les algorithmes en tant que tels, ils peuvent également avoir des biais, ils peuvent reproduire même les biais des humains et ils peuvent conduire à opérer des discriminations indirectes. Donc c'est ce qu'on pense avec cet algorithme et c'est ce que des associations ont essayé de prouver puisqu'il y a un recours qui est en cours contre cet algorithme devant le Conseil d'État. On peut dire que l'algorithme utilisé par la Caisse nationale d'allocation familiale, c'est un peu le pendant numérique des contrôles au faciès qu'on peut voir dans un certain nombre d'endroits, comme par exemple à la Gare du Nord, contrôles qui ont été jugés discriminatoires par la Cour de cassation. À chaque étape de votre vie, les allocations familiales sont là pour vous aider. Vous voulez estimer le montant de vos aides ? Faites une simulation sur caf.fr. Le plus dramatique et le plus inquiétant, c'est qu'il y a une bonne partie de ces contrôles, je crois que sur 32 millions de contrôles, il y en a plus de 28 millions qui sont réalisés informatiquement. Parfois, une grande partie de ces contrôles, une partie, va conduire à ce que les droits de la personne, les droits de l'allocataire vont être arrêtés, c'est-à-dire que du jour au lendemain, sans la moindre explication formelle, que ce soit par une notification sur le compte CAF ou par évidemment l'appel d'un agent, les droits de l'allocataire, donc tous les droits potentiellement vont s'arrêter. Ça veut dire que du jour au lendemain, une personne qui avait, 600 € de revenus de solidarité active et 200 € d'APL va se retrouver sans la moindre ressource et va donc potentiellement basculer encore plus dans la précarité avec des risques d'expulsion locative ou ce genre de choses. À ce jour, c'est le principal, le problème le plus grave, puisqu'il n'y a pas d'explications qui sont données aux allocataires, puisque ces décisions peuvent être prises de manière automatique par le système informatique. Mais la discrimination opérée par l'algorithme ne s'arrête pas là. Si le contrôleur constate que l'allocataire a trop perçu, ce dernier doit rembourser un certain montant à la CAF, c'est ce qu'on appelle un indu. Un deuxième grand problème que l'on rencontre, c'est qu'un manque de transparence et un manque de détails sur le mode de calcul des indus. La CAF, en fonction du calcul qu'elle va effectuer, elle, va estimer qu'un allocataire a perçu des droits à tort pendant une certaine période et va dire, on en a tous reçu, tous ceux qui ont été allocataires ont reçu ce genre de décision, nous vous avons versé 2 000 €, après calcul, il s'avère que vous aviez droit à 1 200 €, vous nous devez la somme de 800 €. Sauf que ces 800 € qui peuvent être parfois bien plus importants, on ne sait pas à quoi ils correspondent et on n'a pas d'explication sur ça. Là encore, c'est extrêmement problématique puisqu'on ne peut pas se défendre correctement, on ne peut pas faire valoir des arguments corrects si on ne sait pas exactement ce qui nous est reproché. Je donne un exemple pour étayer un peu le fait que là encore, la CAF elle exige une rigueur des allocataires qu'elle n'a pas avec elle-même. J'ai récemment assisté des clients à qui on reprochait initialement un indu de 60 000 €. Après qu'ils aient fait valoir leurs observations, cet indu a été abaissé à 15 000 €. Autrement dit, s'ils n'avaient pas contesté, s'ils n'avaient pas écrit à la CAF en recommandé pour avoir des informations complémentaires, ça signifie que la CAF aurait pu indûment leur réclamer les 3/4 de ce qu'elle leur réclamait initialement. Et ça, c'est une situation qui n'est absolument pas rare, elle est même fréquente. L'algorithme de la CNAF peut avoir un troisième impact sur la vie des allocataires, la retenue sur les prestations. Autrement dit, quand la CAF informe un allocataire de ce qui serait redevable d'un indu, elle va automatiquement, même si celui-ci le conteste, et ça peut être parfois illégal, décider de se rembourser par retenue sur prestation. Autrement dit, va diminuer d'autant de 50 ou 100 ou parfois plus par mois la somme qu'elle verse à l'allocataire. Chaque jour, la France avance grâce à celles et ceux qui transmettent, qui soignent, qui
préservent. Ils ont choisi le service public et leurs métiers nous font tous avancer. Le plus choquant dans ces révélations est peut-être qu'on ne parle pas de TikTok, ni de Meta, ni d'Amazon, mais bien d'un organisme de service public qui dépend donc de l'État. This is a public service announcement with guitar. Comment se fait-il que des services publics puissent utiliser des algorithmes discriminatoires ? Le droit à la sécurité sociale, consacré par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies en 1948, est pourtant très clair. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. L'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par les Nations Unies en 1966, est lui aussi limpide. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Quand on entend État-providence, protection sociale, sécurité sociale, effectivement, on a l'impression que c'est un système qui fonctionne. On ne se rend pas forcément compte que depuis quelques années maintenant, de plus en plus d'États ont recours à des systèmes algorithmiques pour flécher des contrôles, identifier les personnes qui peuvent bénéficier des aides ou pas, potentiellement suspendre des aides, et qu'en fait, effectivement, il y a un vrai écart entre ce qu'on peut se représenter de l'État-providence qui va fournir des aides indispensables à des personnes qui en ont besoin tout simplement pour survivre, et puis l'État numérique qui a automatisé le système de la protection sociale et qui va laisser sur le carreau des milliers et des milliers de personnes. Ça paraît complètement contradictoire en fait de se dire qu'un organisme d'État qui est censé aussi subvenir aux besoins du plus grand nombre va finalement cibler les personnes qui ont le plus besoin. Mais c'est ça qui est au cœur de ce système. C'est difficile à expliquer parce que, encore une fois, les arguments qui sont avancés par celles et ceux qui développent, déploient, utilisent ces systèmes, ça va être l'efficacité, la rapidité. On va être plus efficace pour savoir si oui ou non vous avez besoin de ces aides. On va pouvoir mieux lutter contre la fraude, donc récupérer de l'argent. On s'embarrasse pas du tout des questions de qui finalement va être affecté et pourquoi. C'est toujours cette approche assez technosolutionniste où on ne s'attaque pas aux causes profondes des sujets et des problèmes finalement qu'en surface. Et les travailleurs sociaux avec qui on a parlé dans le cadre de nos enquêtes nous disent exactement ceci, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se retrouvent un peu dépossédés de leur propre mission en fait, en termes de protection sociale. Face à un algorithme, il est très difficile de remettre en cause un signalement. Face à l'opacité du système, il est très difficile de faire remonter un dysfonctionnement. Et donc, au final, là où avant, il pouvait y avoir aussi des échanges personnalisés, un recours avec une personne, on se retrouve avec un système qui broie, en fait, des personnes qui sont déjà vulnérables. Pour bénéficier des prestations, chaque personne doit transmettre des informations à la CAF. Car une déclaration juste donne des droits justes, dans l'intérêt de tous. La première réaction d'une personne à qui on suspend ses allocations est évidemment d'appeler la CAF pour savoir ce qui se passe. Le problème, c'est qu'en face, les allocataires ont de moins en moins d'interlocuteurs et interlocutrices informés sur les prises de décision et donc moins à même de pouvoir leur apporter des réponses. Parfois, pendant des jours, des semaines ou des mois, s'ensuit un dialogue de sourds fait de et on a besoin d'un technicien d'un niveau de compétence supérieur qui va vous rappeler, le technicien ne rappelle pas et la situation peut perdurer comme ça longtemps. Ensuite, une fois passé le stade de l'incompréhension, effectivement parfois les personnes, les allocataires font recours à un avocat. Malheureusement, on n'est pas très nombreux dans cette matière, alors même que ça concerne des millions d'allocataires. C'est une matière, le droit des prestations sociales, qui est assez peu, voire pas du tout enseigné dans les facultés ou même dans les écoles d'avocats. C'est bien dommage parce qu'il y a un réel besoin au niveau de la défense des allocataires. Mise face à ses responsabilités, la CNAF fait la sourde oreille. La réponse de la CNAF, c'est un mélange de déni, de faux semblants et de langue de bois, où elle dit que non, c'est pas de la discrimination directe, c'est simplement la loi qui est faite ainsi et que son algorithme ne fait que retranscrire les inégalités opérées par la loi, ce qui est en partie vrai, mais ce qui ne l'est pas totalement, puisque on n'a pas la preuve que cet algorithme n'est pas discriminatoire. Et c'est une réponse qui est aussi
Décevante dans le sens où elle n'a pas souhaité communiquer plus d'informations, que voilà, il faut saisir la justice pour en savoir plus. Un jour, on naît, puis on grandit. Et heureusement, on n'est pas tout seul. Car dans la vie, les autres nous aident à grandir et à progresser. Les caisses d'allocation familiale. Depuis 1945, nous sommes là pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie. Alors, est-il possible de créer des garde-fous qui soient efficaces, qui puissent protéger les droits humains et les droits des citoyens et des citoyennes face à ces dérives numériques qui s'installent au cœur du service public ? En fait, ces garde-fous, ils existent déjà, ce sont les tribunaux, même si l'état de droit n'a pas le vent en poupe en ce moment, ils sont là, les tribunaux, ils ont leurs problèmes, mais comme la société en tant que telle, mais il n'y a pas, c'est pas une absence de garde-fous, c'est le fait qu'ils soient assez peu utilisés, et premier écueil, et le second, c'est que saisir la justice, monter des procédures d'abord devant les plus hautes juridictions françaises, puis ensuite, en cas de refus devant la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne, ce sont des combats qui prennent des années, de 3, 4, 5, 6 ans, voire plus, et donc on a du mal à voir des effets directs. La réponse à ces atteintes aux droits fondamentaux des allocataires, elle ne sera pas seulement juridique, elle doit aussi être médiatique, mais elle sera aussi évidemment politique, avec le fait de se réapproprier le débat public et de faire en sorte qu'il ne soit pas toujours orienté vers la question des fraudeurs, mais aussi sur qu'est-ce qu'on veut comme filet de sécurité, qu'est-ce qu'on prévoit comme accompagnement social qui soit autre que du contrôle et le fait de faire rendre des comptes à des personnes pour justement améliorer l'insertion des personnes ou les remotiver dans leur parcours de vie. Contrairement à ce que vous affirmez, elle n'utilise pas d'algorithme pour surveiller les allocataires, mais plutôt pour identifier les dossiers pouvant présenter un risque d'erreur et impliquer par la suite des difficultés pour les allocataires concernés. Aujourd'hui, le combat pour défendre nos droits et libertés est devenu un contentieux judiciaire. Et Amnesty International s'engage dans l'action menée en justice contre l'algorithme de la CNAF. Sur les différentes associations, il y en a une quinzaine, dont évidemment Amnesty International, le GISTI, la Fondation pour le logement, et aussi et surtout la Quadrature du Net, qui est la principale association qui a porté ça de manière technique. La prochaine étape, c'est attendre la réponse des argumentaires de la Caisse nationale d'allocation familiale au recours qui a été introduit devant le Conseil d'État. Ensuite, de répondre à ces arguments et d'attendre la décision du Conseil d'État. Voilà à moyen terme ce qui se joue. Depuis plusieurs années, Amnesty International enquête sur le fonctionnement des systèmes de protection sociale de nombreux pays européens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la France ne fait pas exception. Now who's going to be next? Ce qu'on a observé, c'est que les États, donc en Europe, ailleurs aussi un peu, mais beaucoup en Europe, c'est là où on a enquêté, recourent de plus en plus à des systèmes algorithmiques automatisés dans le contexte de la protection sociale. Ces systèmes, ils peuvent être utilisés pour trois choses globalement. D'une part, pour dématérialiser les demandes d'aide sociale, c'est-à-dire qu'on n'a plus un guichet physique, on va avoir un guichet numérique, ce qui pose aussi des questions en termes de fracture numérique. Ça peut être utilisé pour créer des bases de données, pour stocker un maximum de données personnelles. Et puis, ça peut être utilisé, c'est ce qui se passe aussi pour la CNAF, pour mettre en place des processus décisionnels automatisés. C'est-à-dire que des algorithmes vont être utilisés pour prendre des décisions ou aider à la décision. Donc, ce qui va être mis en avant en fait par tous ces pays, et notamment dans les cas sur lesquels on a travaillé, ce sont des arguments d'efficacité, de rapidité. On va rationaliser en fait le fonctionnement et on va permettre aux États d'identifier plus rapidement les bénéficiaires, de pouvoir mieux flécher les contrôles, de pouvoir mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales. Ce que nous, on a surtout documenté, c'est qu'en parallèle de tout ça, ça vient surtout accentuer des discriminations déjà existantes et cibler, encore une fois, de manière disproportionnée, des personnes déjà fragilisées dans leur parcours de vie. Sur la base des rapports publiés par Amnesty International, faisons donc un tour d'Europe des pratiques discriminatoires au sein des organismes de protection sociale.
Your next challenger has been determined. Impressionnant depuis le début de la compétition, les Pays-Bas sont prêts à aller jusqu'au bout. Premier rapport en 2021, les machines xénophobes qui pointent un profilage racial dans les systèmes algorithmiques de détection des fraudes aux allocations familiales aux Pays-Bas. Le titre de la recherche, machine xénophobe, ça vient bien illustrer le propos, c'est-à-dire que c'est un système algorithmique qui a pour objectif de lutter contre les fraudes, mais quand on regarde en fait les critères qui sont utilisés, on va retrouver le critère de nationalité. Donc concrètement, si une personne n'a pas la nationalité néerlandaise, son score de risque augmente. Si son score de risque augmente, elle aura plus de probabilité d'être contrôlée et de voir par exemple ses aides suspendues. On en a déjà parlé, la suspension des aides, c'est quand même un moment assez stressant qui peut avoir des conséquences terribles dans la vie réelle. Et nous, on a documenté la manière dont finalement ce système venait impacter des milliers et des milliers de familles qui se sont retrouvées endettées, qui se sont retrouvés en faillite. Beaucoup n'ont plus été capables de payer leur loyer, se sont retrouvés aussi à la rue. Finalement, ce système a été retiré par les autorités néerlandaises, mais après que les autorités fiscales aient finalement accusé à tort des dizaines de milliers de personnes, notamment des parents ou des personnes qui avaient en charge des enfants, et souvent issus de milieux modestes. Donc en fait, c'est ça la réalité de ces systèmes, c'est ça ce qu'on retrouve derrière ces systèmes, c'est-à-dire qu'on va flécher un certain groupe de la population sur la base de critères qui sont discriminatoires, là en l'occurrence la nationalité, et au final la conclusion c'est qu'on peut se retrouver à la rue et sans rien. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi la démission de son gouvernement après un scandale de l'administration fiscale qui a accusé à tort des milliers de parents de fraude aux allocations familiales. Les ministres démissionnaires ont été accusés de ne pas révéler les dysfonctionnements dont ils avaient connaissance. Your next challenger has been determined. Les Serbes, avec leur redoutable attaque talentueuse. En 2023, c'était le tour de la Serbie, avec un nouveau rapport d'Amnesty International intitulé « Pris au piège de l'automatisation, pauvreté et discrimination dans l'État-providence en Serbie ». Alors là, c'est un peu différent. C'est un système qui a été mis en place non pas pour lutter contre les fraudes, mais pour évaluer l'éligibilité des personnes aux prestations sociales. C'est-à-dire pouvoir décider si telle ou telle personne a le droit ou pas aux aides sociales. Et donc l'algorithme va signaler les cas qui pourront après faire ou pas l'objet d'un examen plus approfondi par un travailleur ou une travailleuse sociale. Ce qu'on a montré à travers nos recherches, c'est que dans beaucoup de cas, finalement, cet algorithme, là encore, venait priver des personnes et pas n'importe quelle personne, d'allocations sociales dont elles avaient besoin. Quand je dis pas n'importe quelle personne, c'est-à-dire que ce sont encore une fois des groupes marginalisés qui vont être ciblés de manière disproportionnée par cet algorithme, en l'occurrence ici les communautés roms ou les personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leurs données personnelles étaient erronées ou lacunaires ou obsolètes, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'actualiser régulièrement leurs données et de manière numérique. Et donc ces personnes vont être signalées, faire l'objet encore une fois d'examens poussés et peut-être être écartées du système et donc ne pas pouvoir bénéficier d'aide, par exemple pour acheter des médicaments ou subvenir aux besoins de leur famille. La Serbie qui confirme plus que jamais son statut de grand outsider de la compétition. Your next challenger has been determined. Mais les Danois ne feront aucun complexe et sont prêts à déjouer tous les pronostics. Et si c'était la première grosse surprise de ces huitièmes de finale ? Un an plus tard, en 2024, Amnesty International publie un nouveau rapport sur le Danemark, pourtant reconnu pour son système de protection sociale, intitulé « Une injustice codée, surveillance et discrimination au cœur de l'État-providence automatisé danois ». Au Danemark, les deux c'est en 2024 effectivement. Au Danemark, ça a été un système là encore de lutte contre les fraudes. C'est souvent l'argument qui est avancé. Là, ce qu'on a mis en avant, c'est que des critères comme effectivement les liens que les personnes pouvaient avoir avec certains pays, notamment des pays du Moyen-Orient ou du Maghreb, pouvaient augmenter le score de risque. C'est-à-dire soupçonner que telle personne avait des liens avec ces pays ou leur attribuer une origine réelle ou supposée d'ailleurs, pouvait faire augmenter le score de risque. Et là, on retombe encore une fois dans ce ciblage disproportionné de certaines personnes. Your next challenger has been determined.
Mais les Suédois sont loin d'avoir abdiqué. S'ils doivent gagner un match, c'est celui-là. Toujours en 2024, une étude menée par Lighthouse Reports et Svenska Dagbladet, soutenue par Amnesty International, épingle le système de protection sociale suédois. En Suède, ce qui a été documenté cette fois-ci notamment par Lighthouse Reports et Amnesty International a contribué à l'enquête et a révélé que les algorithmes qui étaient utilisés par l'Agence nationale de sécurité sociale établissaient là encore des discriminations en fonction du genre, en fonction, je cite, de l'origine étrangère, je mets des guillemets à cette expression, du niveau de revenu, du niveau d'éducation, et que ce système automatique était en place depuis 2013. Donc ça fait quand même très très longtemps et on arrive à avoir des informations que maintenant. Et là encore, ce sont des scores de risque qui sont attribués, calculés par un algorithme pour détecter des fraudes éventuelles. Ce qu'il faut aussi savoir dans le cas de la Suède, c'est que finalement, une fois que les personnes sont signalées à risque, les inspecteurs des fraudes vont avoir des pouvoirs énormes pour faire leur enquête. C'est-à-dire qu'ils peuvent fouiller les comptes de réseaux sociaux, qu'ils peuvent obtenir des données par exemple auprès des écoles, auprès des banques, ils peuvent aussi interroger les voisins dans le cadre de leur enquête. Donc là encore, on voit que l'ensemble de ce système s'apparente véritablement à une chasse aux sorcières des plus précaires. Et on espère que, comme pour les Pays-Bas, finalement ce système va s'arrêter parce qu'on pourrait se retrouver là encore avec des dizaines de milliers de personnes sans rien et sans moyen de subsistance. Mais en Europe, un peu d'espoir subsiste. Les députés européens se penchent aujourd'hui sur l'IA Act, le règlement sur l'intelligence artificielle qui avait été adopté il y a un mois par les 27. L'IA Act, adopté par l'UE en mars 2024 pour promouvoir une IA digne de confiance tout en assurant le respect des droits fondamentaux des citoyens, est entré en vigueur progressivement à partir d'août 2024. C'est un règlement européen, c'est-à-dire qu'il s'applique directement dans tous les États membres de l'UE. C'est à la différence d'une directive, il ne nécessite pas une application dans le droit national des différents États. Donc il va s'appliquer directement. Là, je dis ça va être difficile, c'est-à-dire que il y a toujours des interprétations du texte, des contournements du texte, des discussions sur les définitions qui peuvent être un petit peu compliquées. Pour la notation sociale, par exemple, la notation sociale, c'est vraiment le fait d'évaluer le comportement des individus en se basant sur des comportements sociaux ou des données personnelles. On a l'exemple de la Chine qui nous arrive tout de suite en tête avec le crédit social. On s'est posé la question, est-ce que l'algorithme de la CNAF, aujourd'hui en France, peut s'apparenter à de la notation sociale ? Nous, on considère que oui. Toujours est-il qu'il va falloir se mettre d'accord aussi sur la définition de la notation sociale, qui va être interdite par l'AI Act. Donc, il y a des enjeux comme ça d'application, on va dire, très concrètes de ce texte, qui vont nécessiter forcément encore des négociations et des discussions. Mais en tout cas, on a quand même une base. Et c'est très important de le rappeler. Et c'est très important aussi que les États se rendent compte qu'ils ont des obligations à ce titre. Parce qu'on sait, et on l'a vu notamment avec la France, qu'il peut y avoir un peu un double discours où le fait de prôner certaines choses dans les paroles et dans les actes, on en est encore très loin. Donc on demande effectivement une application ambitieuse et puis de combler un petit peu des trous dans la raquette. Alors, comment combler ces trous ? Comment aller vers plus de régulation ? Alors je dirais en premier lieu, il va falloir déconstruire cette opposition entre régulation et innovation. Parce que ça, c'est on va dire le premier obstacle auquel on se heurte dès qu'on parle de régulation avec nos dirigeants en Europe, mais encore plus aujourd'hui aux États-Unis. On voit bien l'actualité du moment. On a tendance, quand je dis on, le secteur privé et les partisans de ces systèmes algorithmiques vont opposer la régulation à l'innovation et dire en fait la régulation c'est un frein. Il ne faut pas freiner l'innovation, donc il faut pouvoir tout faire. Donc quand on aura compris en réalité que la régulation, ça va permettre de développer des systèmes d'IA tout en respectant les droits humains, je pense qu'on aura fait un grand pas. Et c'est là qu'on considère que le véritable progrès, c'est là qu'il se situe. Ça, c'est la première chose. Et vraiment déconstruire cette dichotomie qui est colportée depuis des années par les acteurs du secteur privé. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire en termes de régulation. D'une part, adopter une approche technocritique, se poser systématiquement la question du besoin. En fait, là, on parle de l'automatisation des services publics. Est-ce qu'on a besoin d'automatiser à ce point les services publics quand on sait que ces mesures-là sont souvent accompagnées de mesures d'austérité, du type restriction de la base d'allocataires, du type coupe sombre dans le budget de la protection sociale, du type réduction des services? On peut se poser la question du besoin. Ensuite, prendre des mesures courageuses et ambitieuses. Je parlais tout à l'heure d'interdiction. Ce qu'on va retrouver bien trop souvent dans le texte, le règlement européen sur l'IA, ça va être des interdictions avec des exceptions. Eh bien, ces exceptions-là, elles rendent illusoire le principe même d'interdiction. Donc, soit on considère qu'une technologie comme la notation sociale,
comme la reconnaissance faciale ou l'identification biométrique à distance, comme la détection des émotions par exemple, si on considère qu'elles sont incompatibles avec les droits humains, il faut les interdire purement et simplement et ne pas pouvoir introduire d'exceptions. Et en dernier lieu, je dirais aussi pour une régulation qui soit forte et ambitieuse, on a besoin d'intégrer les personnes concernées. On a besoin d'une approche participative. Aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont intrinsèquement discriminatoires. Elles sont présentées comme étant objectives, impartiale, mais il est quasiment impossible de déployer une technologie qui soit neutre. Elle reflète forcément les biais des sociétés qui les utilisent, et qui sont des discriminations sociales, politiques, structurelles. Et donc forcément, il faut avoir ça en tête. Elle ne nous affecte pas toutes et tous de la même manière. Donc il faut que les personnes concernées, et souvent ce sont donc les personnes les plus précaires, les plus vulnérables, les plus défavorisées, puissent avoir voix au chapitre à tous les moments de la discussion. C'est-à-dire quand on conçoit la technologie, quand on la développe, quand on la déploie, quand on la commercialise, on a besoin de prendre en compte en fait la voix des personnes concernées. Une régulation déjà qui rassemblerait ces trois aspects, approche technocritique, de véritables interdictions et des mesures fortes et la prise en compte des personnes concernées, serait véritablement protectrice des droits humains. Au-delà des modèles européens de politique publique sur l'IA et sur les algorithmes, le problème concerne la planète tout entière. On voit qu'en fait, ce qui est en train de se passer là en Europe, ce qui se passe aux États-Unis depuis longtemps, est en train de se passer partout dans le monde. Si on regarde parmi les plus grands pourvoyeurs de protection sociale, on a par exemple la Banque mondiale, qui prône littéralement l'automatisation du secteur de la protection sociale et qui invite notamment les pays à faibles et moyens revenus à se doter de ces systèmes. Donc en fait, on voit bien que c'est une pratique qui se généralise. En fait, on va avoir un secteur, la protection sociale, qui partout dans le monde va s'automatiser. Et là, on est littéralement au contre-pied en fait de l'essence même du droit à la sécurité sociale, qui veut que chacun, chacune puisse bénéficier de soutien, d'aide à des moments difficiles de sa vie. Or là, ces systèmes, ils font tout l'inverse en réalité. Ils vont cibler celles et ceux qui en ont le plus besoin et les priver de moyens de subsistance. Comme sur les autres sujets relatifs aux droits humains, et encore plus à l'époque actuelle, face aux acteurs technologiques, il faut continuer à se battre, même si la lutte paraît inégale. C'est pas un combat qui est perdu d'avance en fait, parce qu'il y a quand même une prise de conscience qui commence à se faire sur ces sujets-là. On commence à documenter, enfin là on a parlé de 3-4 recherches qu'on a menées, il y a beaucoup d'autres organisations qui mènent aussi ces recherches-là. Il y a des recours en justice qui sont en train d'être déposés, on a parlé de la CNAF, donc on attend aussi une décision du Conseil d'État qui puisse créer un précédent véritablement. C'est un contentieux stratégique, on espère que ça puisse bénéficier à d'autres aussi. Et puis on a vraiment besoin de s'interroger collectivement sur l'usage de ces technologies. C'est ce qu'on fait là, mais on est toutes et toutes concernées. Si on n'est pas toutes et toutes affectées de la même manière, on est toutes et toutes concernées. Donc moi j'ai quand même l'espoir qu'en se mobilisant, qu'en sensibilisant sur la question, qu'en interpellant nos dirigeants, on arrive quand même à changer la donne. C'est pas inévitable, ce sont des choix politiques et on a besoin d'un peu plus de courage politique aujourd'hui, mais on a aussi besoin d'un engagement et d'une pression de la part des citoyens et des citoyennes pour aider nos dirigeants à faire les bons choix. We Made It, un podcast d'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucie Lossel, musique originale Enfants Sauvages, production Christophe Paillet pour Sonic, le studio. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire. Mettez des étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée et abonnez-vous à notre chaîne We Made It. Pour vous engager à nos côtés, participer à nos actions, signer nos pétitions ou faire un don, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur amnesty.fr.